terme d'apartheid, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui le prononce, ce sont les Israéliens eux-mêmes qui le disent, les gens qui sont un peu lucides sur la situation en Israël, qui parlent d'apartheid, à commencer par l'ancien Premier ministre Olmert, par l'ancien ministre de la Défense qui aussi parle d'apartheid, et qui disent que l'apartheid qui existe déjà, notamment en Cisjordanie, mais aussi également en Israël pour les Palestiniens d'Israël, pour les Arabes israéliens, est un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, les Sud-Africains qui, eux, ont connu le régime de l'apartheid jusqu'en 1994, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mandela, ils sont venus en Israël en 2007, si mes souvenirs sont bons, ou 2008, et ils ont été effrayés de voir la situation qu'il y avait en Israël par rapport à ce que eux ont connu, qui eux étaient aussi des militants anti-apartheid, ce qu'eux ont connu en Afrique du Sud. Parce que les choses doivent être dites clairement. En Afrique du Sud, il y a eu depuis 1936 un système qui a régi la propriété de la terre en Afrique du Sud, qui donnait 86% de la terre aux Blancs. En Israël, c'est 93%. C'est-à-dire que les Arabes, les Palestiniens n'ont pas le droit de construire, n'ont le droit de construire quand ils le peuvent que sur 7% de la terre. Ensuite, le régime en Afrique du Sud a été un régime par le fait qu'ils c'était des protestants qui étaient des codificateurs, qui ont voulu régir le système de séparation, parce qu'apartheid ça veut dire développement séparé, ils ont voulu le régir parce que la majorité était noire. Ils ont voulu que les différentes communautés, essentiellement les Noirs, les Métis et les Indiens, vivent dans leur camp. En Israël, on n'a pas fait ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est pas inscrit dans les textes, bien que ça va commencer à l'être, c'est pas inscrit dans les textes, on a instauré un régime de ségrégation. Ce qui fait que, par exemple, les habitants de Cisjordanie ne peuvent pas se rendre d'une ville à une autre. Ils ne peuvent pas aller, par exemple, dans la vallée du Jourdain. Ils ne peuvent pas se rendre à Gaza. Ils ne peuvent pas se rendre en Israël. Ils ne peuvent pas exploiter leurs ressources. Ils ne peuvent pas construire comme ils veulent. Ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Ils sont soumis à un mur qui les prive de leurs terres. Ils sont soumis à 500 checkpoints. Ils sont soumis à un régime militaire. Donc, ils ne peuvent pas non plus. Pour sortir de Cisjordanie, par exemple, ils sont obligés de passer par la Jordanie. Ils n'ont pas le droit d'aller à Tel Aviv, à Ben Gurion. Ils sont obligés de passer par des contrôles israéliens à la vallée du Jourdain. Tout cela, en fait que c'est un régime d'apartheid que personne ne conteste. En plus, c'est un régime qui est colonialiste. Pour une autre catégorie d'Arabes, d'Arabes palestiniens, parce qu'il y a les Arabes de Cisjordanie qui sont 2 600 000, il y a les Arabes de Gaza qui sont soumis à un blocus, à un siège, qui sont 1 600 000, il y a 1 600 000 Arabes qui vivent en Israël, qui sont des citoyens israéliens, mais qui sont des citoyens de seconde zone, et il y a aussi les 280 000 à 300 000 Arabes qui sont des citoyens de Jérusalem-Est, qui n'ont un statut encore différent, qui n'ont le droit de voter que pour les élections municipales, et qui n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est quand même l'apartheid, tout le monde en parle, encore aujourd'hui, dans le quotidien Haaretz, il y avait un titre, un éditorial titré « Israël ». L'apartheid, pourquoi? Parce qu'il y a maintenant un certain nombre de textes précis qui codifient en fait le déplacement des Palestiniens. Et ce texte, il y a un nouveau texte qui est en projet qui concerne exclusivement en fait les Palestiniens d'Israël, qui dit qu'il faut appliquer un système d'apartheid pour interdire par exemple la langue arabe, pour leur interdire d'avoir la priorité sur l'habitation. Donc on est dans un système d'apartheid. Il y avait aussi, encore aujourd'hui, j'ai vu dans la presse israélienne, un article qui dit que, par exemple, dans un centre de loisirs, à Rishon LeZion, pour le citer, à côté de Tel Aviv, par exemple, maintenant, les Arabes et les Israéliens, les Juifs israéliens, ne peuvent pas se rendre le même jour dans ce centre d'attraction. Il y a eu l'histoire récemment, il y a quelques mois, des bus ségrégés en Cisjordanie. Donc l'apartheid existe. Pour expliquer ce paradoxe, il faut faire un bref d'histoire. Donc la Palestine historique a été séparée en deux en 1947 par la décision de l'ONU pour créer un État israélien et pour créer un État palestinien. L'État israélien a été créé en 1948, l'État palestinien
n'existe toujours pas. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu la guerre qui a permis donc, premier succès pour les Israéliens, de conquérir des territoires qui ne leur étaient pas attribués et de virer une grande majorité de la population palestinienne. Grosso modo, à peu près 750 à 800 000 personnes ont été expulsées de leurs terres et environ, j'ai oublié le chiffre, 400 ou 500 villages ont été détruits. Ça, c'était un premier succès. Le deuxième succès, c'est la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours a permis à Israël de conquérir le Golan, c'est sur la Syrie, de conquérir Jérusalem-Est, de conquérir la Cisjordanie, de conquérir Gaza et de conquérir le Sinaï. Le Sinaï a été rendu aux Égyptiens grâce à un accord de paix avec l'Égypte. Mais ces nouveaux territoires en fait sont devenus en fait des territoires de colonies. Déjà au Sinaï, il y avait déjà des colonies qui ont été supprimées. À Gaza, les colonies ont été supprimées. Mais la colonisation, qui est un phénomène quand même qui est totalement anachronique au XXIe siècle, continue de prospérer aussi bien au Golan qu'en Cisjordanie. Donc ce succès de la guerre de 67 et ces succès, donc en fait, amènent la perte de l'État d'Israël. Pour quelle raison? Parce qu'on arrive maintenant en 2013 pratiquement à la parité entre les populations israéliennes et palestiniennes, c'est-à-dire environ 5,5 millions, 5,7 millions d'habitants, en comptant que les Palestiniens qui sont dans la Palestine historique, sans compter tous les 5 millions qui sont dans les pays environnants, qui ont été expulsés, qui sont encore dans des camps de réfugiés. Ils sont pratiquement à parité. Donc la question qui maintenant est de savoir si on crée un État palestinien ou non. Moi, j'ai la conviction que l'État d'Israël n'a pas la volonté politique de créer l'État de Palestine parce qu'ils veulent le territoire des rives de la Méditerranée au bord du Jourdain. Donc, on va arriver à une situation où la majorité sera arabe et que pour préserver le caractère et l'identité juive de l'État d'Israël, on va être obligé de renforcer le système d'apartheid. Parce que les Palestiniens, quand ils se sont déjà rendus compte qu'il n'y aura pas d'État palestinien, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de pression suffisante sur Israël pour faire avancer le processus de paix, se disent nous, on veut les mêmes droits et on voudront les mêmes droits que les citoyens israéliens. Donc, ça sera un homme, une voix. Et là, on va se retrouver dans la même situation qu'en Afrique du Sud, où il y avait une majorité qui n'avait pas de droits et une minorité qui avait tous les droits. Donc c'est pour ça que le système d'apartheid, qui est déjà embryonnaire pour les Palestiniens d'Israël, mais qui est une réalité pour les Palestiniens de Cisjordanie, va faire que croître et embellir. Si mes souvenirs sont bons, il y a 193 États qui sont prononcés en faveur d'un État palestinien. Donc la majorité des États du monde veut un État palestinien. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans les principes de l'ONU, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc on avait promis aux Palestiniens de créer un État palestinien et on ne l'a pas fait. Le problème qui se pose maintenant, c'est que tout le monde est convaincu que 20 ans après le processus d'Oslo de 93, le processus de paix est mort. Pourquoi? Parce que les Israéliens l'ont toujours torpillé et qu'ils n'ont pas la volonté politique de créer un État palestinien. Donc on en arrive même si John Kerry et tous ceux qui l'ont précédé font des navettes à Jérusalem pour essayer de renouer le fil du processus de paix, personne n'y croit. Mahmoud Abbas, à juste raison, dit pourquoi recommencer un processus de paix sans arrêter la colonisation. Arrêter la colonisation parce que la colonisation permet de grignoter un État qui ne peut pas exister puisqu'il est grignoté tous les jours. Donc la question qui se pose maintenant est, on est dans une situation de statu quo, on est dans une situation de bout du couloir. Il faut trouver d'autres solutions. Et la seule solution, certains disent, c'est un État binational, avec les problèmes que cela pose. Il faut arrêter de mettre la bande de Gaza sous un état de siège. Il faut arrêter que l'Europe arrête de financer l'autorité palestinienne. Alors, parce que l'autorité palestinienne n'aboutira pas à la création d'un État malgré
tout ce qui a été dit est fait pour que ce soit un État qui serait capable d'exister, tout le monde le reconnaît. Et il faut aussi arrêter de financer les camps de réfugiés aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, qu'à l'extérieur de Gaza. Donc on est au pied du mur. Il faut que la communauté internationale prenne une décision et dise à Israël, ça suffit, on arrête tout, ou vous créez un État palestinien. C'est pour ça que moi je suis convaincu que de toute façon, s'il n'y a pas de pression internationale, et les seuls qui peuvent mettre une pression internationale, ce sont les Américains pour faire plier le gouvernement israélien, pour créer un État palestinien. Donc il faut appliquer des sanctions, les sanctions qui ont marché en Afrique du Sud et qui ont fait qu'on a abouti à une solution sans bain de sang, comme c'était prédit. Donc voilà, comme c'était prédit pour l'Afrique du Sud. Donc voilà le problème qui se pose actuellement.